que nous avons en partenariat avec CAI Social et le cabinet Sésame Avocat. Je vais d'abord vous préciser deux petits points qui pourraient être intéressants. Le premier, c'est qu'il peut y avoir des soucis techniques, vous l'avez remarqué, ces derniers temps, les connexions Internet deviennent un peu moins fluides. Si vous n'avez pas l'image, si la qualité de son est dégradée, si la qualité d'image est dégradée, on vous invite à vous reconnecter, à vous déconnecter, à vous reconnecter. Passer de préférence par le navigateur Mozilla Firefox. Et sinon, le replay sera ensuite disponible, on vous enverra le lien. Le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez remarqué, ce séminaire s'appelle normalement à la base Regard croisé. Regard croisé avec notamment Karine Boucher, qui est psychologue experte en risques psychosociaux pour CAI Social. Et Karine, depuis ce matin, a quelques soucis de connexion. Donc, on va croiser les regards, mais peut-être plus entre Barbara, avocate en droit du travail, au sein du cabinet Sésame Avocat, et donc moi-même, aussi également avocat en droit du travail. Et Karine va nous rejoindre, mais on ne sait pas encore à quel moment et si et surtout elle pourra nous rejoindre. On a voulu donc vous dire aujourd'hui, vous faire un premier séminaire aujourd'hui, un quatrième séminaire pardon, qui va s'axer un petit peu sur la santé, la sécurité des salariés dans le cadre de ce confinement. C'est notre quatrième échange. On a fait des échanges, rappelons d'abord comment lutter sur les effets indirects de la psychose, comment, gérer les situations des salariés en télétravail, en terrain. Et beaucoup de questions qui sont remontées, on a observé ça avec Barbara la semaine dernière, beaucoup de questions qui sont remontées sont revenues sur la santé, sur la sécurité des salariés maintenant de manière concrète. Deux points, n'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat, on en prendra le maximum possible, on répondra au maximum de questions possibles. La deuxième chose, n'hésitez pas à nous dire non plus dans ce chat les éventuels thèmes qui vous intéresseraient pour la semaine prochaine, puisqu'il s'agit d'un rendez-vous hebdomadaire. Barbara, rebonjour, parce qu'on s'est déjà vu juste avant, je ne vous le cache pas. On va tout de suite peut-être entamer un petit peu les choses en rappelant peut-être le cadre juridique de l'employeur pendant cette période qui est un peu particulière, vraiment sur la santé et la sécurité. L'obligation générale de l'employeur, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais c'est quoi? Il y a une obligation qui est moindre vu qu'on est en confinement, une obligation qui est renforcée ou c'est les mêmes que d'habitude finalement? Alors effectivement, j'espère que vraiment Karine pourra nous rejoindre. Sinon, à nouveau, Mathieu l'a dit, on prendra toutes vos questions pour essayer d'animer et d'essayer de croiser un petit peu le dialogue. Pour ce rappel sur les obligations juridiques, alors on en a un petit peu parlé, on l'a un peu évoqué dans les webinaires précédents, on va faire un petit focus rapide. L'obligation, le défi actuel des employeurs, des sociétés, c'est véritablement sur cette évaluation des risques qui doit être menée de façon très minutieuse par rapport à l'activité des salariés. C'est-à-dire l'évaluation des risques, elle doit être faite par rapport à toutes les manières, toutes les organisations de travail qui ont lieu dans l'entreprise. Typiquement, bien évidemment, pour les salariés qui seraient en activité, nécessité de revoir totalement l'organisation de travail sur un site de production, par exemple, dans un magasin d'alimentation de première nécessité, dans un bureau. Certaines entreprises, quand le télétravail n'était pas possible, ont pu revoir totalement leur organisation, typiquement un hôtel qui continue à accueillir un très faible nombre de clients, mais avec une utilité notamment pour accueillir des chauffeurs routiers, etc. On en a parlé dans les médias. Eh bien, par exemple, cet hôtel va devoir revoir complètement son organisation habituelle. À la demande gouvernementale, les services de restauration peuvent être fermés, mais demeurent de façon très très minimale certaines équipes pour entretenir le site, pour accueillir la clientèle, etc. Dans ces cas-là, cette évaluation des risques, pour reprendre l'exemple d'un hôtel, par exemple, ça va consister à véritablement savoir comment travailler à minima, comment distancer les salariés par exemple, organiser par roulement. Ah, j'ai perdu la connexion avec Barbara. Donc, on parlait de Barbara? Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat public que vous avez perdu Barbara aussi? Voyez, Mathieu, est-ce que vous me recevez? Voilà. Pardon. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc voilà, cette évaluation des risques, donc l'organisation du travail, un travail par roulement, par équipe successive, un travail qui nécessite que par exemple les équipes ne se croisent pas. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, cette évaluation des risques, une fois qu'elle est menée,
par unité de travail. Donc, à nouveau, ça peut aussi, bien évidemment, doit être fait au niveau du télétravail. Quelles sont les difficultés liées au confinement, le manque de soutien et d'écoute, comment concilier vie privée, vie personnelle, quelle prévention des risques psychosociaux, particulièrement dans cette période, on en verra sur une autre question. Donc, une fois que cette évaluation des risques est menée, il faut tenter de mettre les mesures en face, de sorte que on bâtit une adaptation du document unique. Et ça, Mathieu, c'est le point le plus important pour les entreprises en ce moment en matière de santé et sécurité, c'est de s'assurer d'avoir un outil juridique à jour. D'évaluation des risques doit-il être revu, à la suite de cette crise sanitaire? Ouais. C'est peut-être même pas tellement à la suite de la crise, c'est dès maintenant, en fait, non? C'est à quel moment on fait ça? Absolument. En fait, à partir du moment où, typiquement, prenons une société de service, la totalité de ses effectifs ont été mis en télétravail, par exemple, alors que peut-être que par le passé, c'était pas le cas, le document unique doit être tout de suite revu. De la manière dont on vient de l'évoquer, à savoir quelles sont les nouvelles données, quelles sont les nouvelles conditions de travail de nos collaborateurs, qu'est-ce qu'on met comme mesure en place, et pour savoir comment l'adapter, la méthodologie a été quand même facilitée par le ministère du Travail. Je vous renvoie aux questions-réponses qui sont régulièrement mises à jour par le ministère du Travail. Ils ont édité des fiches avec des pictogrammes qui sont quand même d'une grande aide, de sorte d'avoir un document unique à jour. Alors pourquoi c'est essentiel? C'est essentiel parce que si des accidents du travail surviennent, si des maladies professionnelles surviennent en lien avec les risques qui ont été identifiés, c'est la manière dont l'employeur pourra démontrer avoir tenté de mettre en place l'ensemble des mesures adéquates, le panel d'outils adéquats pour prévenir ces risques. Donc oui, c'est une nécessité, pour répondre à la question d'Alice, de le faire au fur et à mesure et beaucoup plus régulièrement. Je reprends par exemple le débat très récent sur l'utilisation des masques, même alternatifs. Donc pour les entreprises qui ne seraient pas équipées de masques mais qui continuent à travailler à minima, la question se pose de façon entière d'équiper, le cas échéant, de tenter d'équiper leurs salariés qui travaillent même à une certaine distance avec ces masques alternatifs. Des consignes de sécurité. Tu parlais des masques alternatifs là. Alice nous rebondit sur ton propos en nous disant la configuration des bureaux en open space, finalement, est-ce qu'à partir du moment où on respecte la distanciation sociale et les mesures de sécurité, est-ce qu'on peut continuer à travailler? Est-ce qu'on considère finalement qu'à partir du moment où on a mis en place l'ensemble de ces obligations, l'employeur s'exonère de sa responsabilité, ou est-ce qu'il faut un suivi? Est-ce qu'il faut être imaginatif, actuellement créatif peut-être dans les mesures de sécurité, ou est-ce qu'il faut se contenter de ce que nous dit le ministère du Travail? Typiquement, la question des open space, que je vois passer par Alice, j'y avais pas du tout pensé. Comment on gère actuellement des salariés dans un open space par rapport au document unique? Alors là, il semble quand même évident que il paraît difficile d'imaginer qu'on puisse continuer à travailler avec le même niveau d'effectif, même en open space, même si les postes de travail sont aménagés à bonne distance. Ce qu'on voit chez nos clients, ce qu'ils ont adopté comme nouvelle organisation, c'est finalement ce qu'on disait au départ, une organisation de travail où les équipes se croisent le moins possible, avec moins de salariés sur le site, peut-être avec une alternance de télétravail et de travail dans l'entreprise. Et puis, il faut aussi se rappeler une chose essentielle pour répondre à Alice. On est bien sur des postes qui sont essentiels, qui ne peuvent pas être en télétravail. C'est quand même ça la première indication qui est donnée et qui devrait être respectée en mesure de prévention à adopter et à adapter dans le document unique, c'est que le télétravail est normalement le mode à privilégier dans toutes les situations où il est possible. Donc mécaniquement, en open space, il devrait y avoir quand même le moins de salariés possible, de sorte qu'ils se croisent Lionel et Lucie nous disent qu'ils ont un décalage de façon le plus limitée entre nos prises de parole, parce que leurs connexions sont peut-être moins bonnes. On a des problèmes de connexion, je ne vous le cache pas, Webikio nous l'a confirmé ce matin. On va rebondir sur les salariés sur le terrain peut-être. Les salariés sur le terrain, c'est peut-être le plus gros problème actuellement, parce que en termes de santé et sécurité, finalement, le salarié qui est en télétravail, on va lui expliquer comment il doit se protéger chez lui, et après, c'est finalement qu'une mesure de distanciation sociale dans sa vie privée. Le salarié sur le terrain,
S'il est encore sur le terrain actuellement, c'est qu'il ne peut pas respecter ses gestes de sécurité, c'est qu'il ne peut pas respecter ses mesures de sécurité. La question va se poser très rapidement. Thierry nous l'avait posé tout à l'heure. Il a déjà vu passer des premiers recours devant le tribunal pour les employeurs côté sphère publique. Est-ce que derrière, un salarié sur le terrain, on pense notamment, on est très grand transparent, on pense notamment aux livreurs et aux caissiers qui sont vraiment en pointe actuellement. Les mesures de sécurité sont mises en place. Action possible, action pas possible, on n'en sait rien parce qu'on est dans une situation inédite. On est dans un flou, pas du tout finalement, on va rester dans les règles classiques et finalement les fautes inexcusables ou autres vont pouvoir être engagées assez facilement ou assez vite. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une période où, au fond, il faut se montrer extrêmement inventif et extrêmement réactif. On l'a bien vu nous-mêmes en faisant nos courses dans les grandes surfaces ou dans les petits commerces alentours. Les entreprises se sont adaptées très vite. Elles ont commencé à mettre ces écrans, elles ont multiplié les initiatives, les visières. C'est un peu le système D. Et finalement, pour répondre à ta question précise, qui est est-ce que l'entreprise qui met en place un certain nombre de choses, elle est protégée après contre des recours juridiques. Finalement, l'histoire le dira plus tard. Ce qui est évident, c'est que la manière de prouver, la manière vraiment pour l'entreprise de se protéger au mieux possible de ces recours, c'est au fond de réfléchir de façon la plus fine et la plus adaptée à tout ce qui peut être fait pour minimiser ces risques. L'exposition, on ne peut pas l'éliminer. L'exposition et le risque lui-même ne peut pas être éliminé à partir du moment où il y a un travail sur le site. En revanche, la multiplication des mesures et leur croisement devrait permettre de démontrer que véritablement le maximum de choses a été fait. À savoir donc évaluer ces risques très régulièrement, comme tu le disais Mathieu, c'est-à-dire refaire l'exercice de façon très récurrente. Au fur et à mesure que les nouvelles prescriptions, les recommandations de l'OMS, de l'ARS sortent, il faut réadapter et revoir le mode d'organisation et le transcrire dans le document unique, parce que fondamentalement, c'est ce qui doit être fait et le mettre en œuvre de façon efficiente et veiller à ce que ce qui est proposé et mis en place dans la société est effectivement fait par les salariés. Elle est très voilà, c'est parce qu'on en est vraiment à cette situation-là. Plus on met de mesures de sécurité, plus on va basculer à un moment ou à un autre sur une notion de contrainte. Tout à fait. Ça rejoint la question de Céline. Est-ce qu'on doit prévoir des risques psychosociaux avec le Covid dans l'évaluation des risques? Oui, très clairement, il n'y a pas de sujet. Notamment pour le personnel qui continue à travailler sur site. Oui, c'est la véritable préoccupation. Mais du coup, est-ce qu'à un moment, on va peut-être arriver à des mesures qui sont coercitives? Comment on gère ça pour les RH derrière, notamment le RH qui arrive en disant, voilà, on est dans une situation difficile. Et en plus, on va vous obliger à faire ce genre de choses. On va parler, Alice, de la médecine du travail tout à l'heure, je ne vous le cache pas. On va en parler tout à l'heure de la médecine du travail. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, par exemple, si des mesures sont prises très concrètes, des visières sont proposées aux salariés qui livrent, des colis à domicile, etc., et que il est avéré que un salarié ne porte pas les équipements qui sont proposés, ça c'est comme dans n'importe quelle situation. À partir du moment où des mesures de prévention jugées adéquates, qui ont fait l'objet d'une consultation auprès des représentants du personnel, qui ont peut-être été partagés avec la médecine du travail. Donc, une fois du travail, à partir du moment où ces mesures sont mises en place, il y a une obligation pour le salarié de se contraindre à accepter ces équipements, même s'ils sont alternatifs, même s'ils sont contraignants. Donc, concrètement, oui, il y aurait une forme de logique à entrer en voie de sanctions disciplinaires. Parce que c'est une nécessité totale pour la société. Deux questions, une question concrète, une question large, et de les contraindre à adopter les mesures. Faut-il revoir les conventions de stage qui ne prévoient pas de télétravail dans ce contexte, où la décision de l'employeur suffira? Là, je vais être très transparent. Si votre stagiaire peut télétravailler, votre stagiaire doit télétravailler. Le stagiaire n'est pas un salarié, on le sait sur plein de choses, mais sur les obligations de santé et de sécurité, le stagiaire a le droit, au même droit, Barbara me rectifiera sur ce point-là, mais il a les mêmes droits qu'un salarié lambda en CDI ou en CDD. Donc, si votre stagiaire peut actuellement télétravailler, s'il a les outils, il doit télétravailler. S'il ne peut pas, mais que sa mission n'est pas indispensable à la société, ne le faites pas venir sur site. Voilà. Il n'y a pas de notion de convention de stage avec l'école, etc., etc. On ne reprochera jamais à un employeur de prendre une précaution spécifique pour les stagiaires. Peut-être une décision, ouais.
Concrètement aussi, on a vu beaucoup d'entreprises se mettre d'accord avec les écoles pour reporter ces stages dans la majorité des cas, parce qu'effectivement, il y a une dimension de formation qui ne peut pas être remplie. C'est pas des salariés, comme le disait Mathieu. Donc, si on parle vraiment de la convention de stage avec un étudiant, le mieux, c'est d'essayer de voir si ce stage peut faire l'objet d'un report. En parlant de report, en parlant si de choses, voilà, on va recadrer l'intérêt un du tout petit peu stage après, mais là j'en profite n'est pour pas rebondir sur cette effectif en question, télétravail. parce qu'on parle de mesures de sécurité et autres. Ça fait partie des risques pour les procédures qui sont en cours de rupture de contrat de travail. Il y a une gestion particulière des salariés dans ce type de cas. Valentine nous parle que faut-il faire des procédures en cours de rupture du contrat de travail ou démission. Je pense que ça dépend, ou retraite par exemple. Je pense que ça dépend véritablement des notions du type du contexte, on va dire, de la rupture. Si vous êtes dans une démission, cette démission, elle intervient normalement, il n'y a pas de notion particulière. Une mise à la retraite intervient normalement, si ce n'est, bien entendu, qu'il n'y aura peut-être pas de pot de départ tout de suite. Un licenciement. Et nous revoilà Karine. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Désolée pour cette connexion. J'ai essayé de vous suivre d'un peu loin. Je vous laisse dérouler le fil de vos échanges pour reprendre une question avec Valentine. Voilà. Et on revient sur toi tout de suite. Sur les autres procédures en cours de rupture du contrat de travail, typiquement un licenciement, les licenciements sont possibles. Il faut savoir que les attestations de déplacement sont possibles pour faire les entretiens préalables. On peut aussi organiser des entretiens préalables par vidéoconférence. Mathieu, oui, Mathieu Mathieu nous a Barbara sur de contrat. Expliqué aujourd'hui. Oui, volontiers. Absolument, sur les ruptures de contrat. Donc, les mesures de licenciement sont possibles. Il n'y a pas d'interdiction formelle de procéder à des licenciements pour le moment. Bien évidemment, sur des motifs pour que Non, je t'entends, Mathieu. Merci, Karine, de ne pas me laisser seule. Voilà, non, je t'entends. Écoutez, nous sommes franchement désolés de tous ces soucis techniques par souci d'économie ou je ne sais comment dire les choses puisque la technique n'est pas de mon domaine. Je vais couper je vais désactiver ma caméra, mais je demeure présente. Je te laisse continuer, Mathieu, sur les ruptures de contrat. Alors, sur les ruptures de contrat, parce que voilà. Alors, pardon, je vois le chat qui nous dit tout le monde parle en même temps. Non, c'est pas qu'on parle en même temps, c'est malheureusement qu'il y a un souci de décalage de connexion, ce qui fait qu'on n'a pas la même arrivée. On va essayer de faire des pauses entre les interventions pour pouvoir faire en sorte que vous compreniez. On est désolé véritablement pour le coup, malheureusement, c'est complètement indépendant de notre volonté. Donc, sur les ruptures du contrat de travail, comme on disait, c'est soit si les ruptures sont volontaires, soit si les ruptures sont, je dirais, involontaires, c'est notamment le licenciement. Vous pouvez poursuivre les procédures de licenciement. Sur la rupture conventionnelle, sachez qu'il y a une ordonnance qui est sortie. Les directs ont le droit actuellement de repousser, rebonjour Barbara, les directs ont le droit actuellement de repousser les délais concernant les ruptures conventionnelles d'examen. C'est-à-dire que suivant les directs, certaines vous diront que le délai d'examen, qui est normalement de 15 jours, peut être repoussé jusqu'au 25 juin 2020. Voilà. Pour tout ce qui est licenciement de salariés protégés ou rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, les directs ont tout organisé de manière dématérialisée. Voilà. Je finis cet aparté qui était un petit peu loin du sujet initial pour avoir répondu à cette question. Et on va revenir. Barbara, est-ce que tu m'entends? Très bien. Bon, c'est parfait. Alors, Karine, est-ce que tu m'entends toujours? Je t'entends, Mathieu, et je répète, par souci d'économie de bande passante, j'ai coupé ma caméra, mais je suis présente. Parfait. Si jamais, voilà. Donc, on va essayer de se stabiliser comme ça. Et on ne bouge plus. Julie nous dit, par exemple, voilà, j'en ai deux, je pense que la rupture conventionnelle ne change rien dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui me fait toujours plaisir puisque j'en suis originaire, mais actuellement, ne change rien. En revanche, dans les Yvelines, par exemple, dans le 78, les délais d'examen des ruptures conventionnelles peuvent être actuellement modifiés. Donc, contactez vos directs aussi pour ce genre de choses. On va revenir sur le sujet initial, maintenant qu'on a stabilisé un peu nos connexions. On a parlé de prévention, je fais un petit récapitulatif. On a parlé de prévention, on a parlé de mesures coercitives. Karine, j'aimerais bien ton avis d'ailleurs sur cette notion de mesure coercitive. On se disait avec Barbara, d'un point de vue juridique, on peut arriver à devoir contraindre un salarié de prendre des mesures de sécurité. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue risque, comment on explique ça aux salariés finalement? Alors, de toute façon, le salarié, ne serait-ce que via la médecine du travail,
quand il prend un poste dans une entreprise, il doit passer ce qu'on appelle maintenant une visite d'information et de prévention auprès du médecin du travail ou auprès d'une infirmière ou d'un infirmier de santé au travail. Et cette visite a pour but de bien exposer tous les risques liés à la fonction ou au poste de travail que va prendre le salarié ou la salariée. Donc, en l'occurrence, le salarié doit connaître tous les risques. Cette visite permet aussi de vraiment mesurer si l'état de santé du salarié est conforme à l'exercice des missions qui vont lui être confiées. Donc, en l'occurrence, d'un point de vue santé au travail, je parle de santé physique et psychique, normalement, le salarié, s'il est apte, les choses ont été validées par la santé au travail. Il a été informé des risques et des mesures de prévention et des mesures de sécurité à adopter. Par conséquent, le salarié se doit d'adopter les mesures de sécurité, sinon l'employeur est dans sa légitimité d'empêcher le salarié de prendre ses fonctions. Puisque alors je m'appuie sur votre expertise, l'employeur a l'obligation, suivant l'article L4121 du Code du travail, de prendre toutes les mesures pour protéger la santé physique et mentale des collaborateurs et de mettre en place toutes les mesures de sécurité, mais le salarié a aussi l'obligation de préserver ces mesures. Bien évidemment, psychiquement et psychologiquement, il sera extrêmement important d'expliquer, de faire prendre conscience de la nécessité de ces mesures de sécurité. Donc, en effet, il y a peut-être une dimension pédagogique un peu plus forte, un peu plus importante, pour que chacun comprenne que ces mesures sont aussi bien pour protéger sa propre santé que protéger la santé d'autrui. Donc, une notion de pédagogie qui revient de… Alors, une notion de pédagogie, merci beaucoup Karine, ça rebondit sur la question de Céline. Pour en revenir aux risques psychosociaux, est-ce que vous avez des exemples de choses qu'on peut mettre de manière concrète sur le site? Donc, c'est de la pédagogie, c'est du discours. C'est aussi, est-ce que vous avez d'idées, peut-être, Barbara, d'autres choses de manière concrète? Qu'est-ce qu'on met en place sur un site pour expliquer et surtout pour prévenir derrière? C'est quoi? C'est des affiches, c'est uniquement ça? Ou c'est du dialogue, c'est des réunions? Il y a des idées? Je vais laisser Karine rebondir moi très vite parce que c'est plus une question effectivement sur laquelle tu vas pouvoir alimenter cette réponse. Simplement, effectivement, Karine l'évoquait, j'y reviens 2 minutes, la médecine du travail, elle est très aidante à ce sujet pour le moment. Il y a une ordonnance qui a été prise le 1er avril qui va faire en sorte que la médecine du travail va pouvoir reporter tout ce qui n'est pas urgent, études de poste, fiches d'entreprise, pour vraiment se concentrer sur la situation actuelle et être à l'écoute des entreprises pour leur proposer son aide en termes d'accompagnement, de proposition de mesures, d'études des bonnes mesures. Donc, pour répondre à Céline, la médecine du travail est un recours absolument fondamental, précieux, pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui véritablement serait aidant dans une situation donnée, notamment par rapport à cette situation de salariés qui travaillent sur le site. Barbara, en effet, que vous soyez RH, manager, collaborateur, il est vraiment important de vous appuyer sur la pluridisciplinarité dont vous disposez. La médecine du travail, dont l'expertise est bien évidemment la santé, mettre en place les mesures en adéquation, tout ce qui concerne les risques psychosociaux, comme on dit, l'anxiété, l'angoisse, le stress lié à la situation exceptionnelle que nous vivons. Pour ceux qui disposent d'une ligne d'écoute, n'hésitez pas à orienter vers des professionnels dont une écoute bienveillante qui permet d'analyser les différentes dimensions de l'angoisse qui peut surgir. N'hésitez pas à vous tourner vers ces ressources. Pour d'autres, il y a à l'heure actuelle d'énormes élans solidaires et bénévoles. Vous pouvez joindre, en l'occurrence, Cali Social est partenaire d'une démarche qui s'appelle Thérapeute solidaire. Pour ma part, j'ai rejoint aussi un groupe qui s'appelle Psychologue solidaire. Et juste très brièvement, pour vous donner un exemple, j'ai été contactée par une aide-soignante qui travaille en EHPAD et qui, en effet,
de la peur du Covid, de la peur du virus. Il y a une angoisse qui a été envahissante au point de ne plus arriver à aller travailler. Le fait de pouvoir nommer, énoncer toutes les dimensions, tous les aspects qui constituent l'angoisse, de rationaliser les choses. Il y avait une dimension santé qui nécessitait d'être orientée vers un médecin spécialiste. Il y avait des aspects plus personnels puisque la situation actuelle renvoyait à des choses plus personnelles. Vous voyez, voilà, j'allais dire, de vraiment distinguer les différents aspects de préoccupation, ça permet d'adresser vers les bonnes ressources. Donc, ne pas hésiter à faire du lien, à mettre en lien avec des experts et puis éviter à tout prix l'isolement de façon à ce que l'angoisse ne devienne pas envahissante. Alors, c'est assez intéressant parce que il y a eu une réflexion justement qui rejoint vos réflexions en disant que beaucoup de services de santé au travail là sont plus trop disponibles et donc on se tourne vers des acteurs comme les plateformes, notamment comme les initiatives qui rejoignent Quali Social par exemple, sur toutes ces plateformes qui permettent d'avoir des écoutes psychologiques, des écoutes téléphoniques de manière très, très concrète. Derrière, la question qui peut se poser, qu'est-ce qu'on fait par rapport au salarié qui ne veut pas de tout cela? Est-ce qu'on en revient toujours à la même chose? Est-ce qu'on doit respecter le fait qu'un salarié, parce qu'il y a des salariés qui vivent, entre guillemets, très bien le confinement, qui vivent très bien la situation sur le terrain, ce n'est pas les plus nombreux, je vous l'accorde, mais est-ce qu'on doit faire un distinguo? Est-ce qu'on doit laisser aussi le salarié nous dire de lui-même, moi personnellement ça va, je veux pas d'aide? Ou est-ce qu'il faut dire, non, quoi qu'il arrive, il faut que tu contactes parce qu'on ne sait jamais. Tu penses ne pas avoir besoin d'aide maintenant, mais il est possible que tu en aies besoin même inconsciemment. Et juridiquement parlant, on est bien obligé de tenir compte de ça. Karine? Alors, moi, je vais appuyer l'aspect, en effet, peut-être managérial. Comme nous l'avons déjà évoqué au détour de nos différentes tables rondes au regard croisé, le manager a une place prépondérante en ces temps de crise, dans un souci de fédération, de cohésion d'équipe, de redéfinition des tâches, de priorisation des tâches. Et il y a des leviers d'action pour maintenir la santé individuelle et collective. Par exemple, même si un collaborateur n'a pas besoin de faire appel au type de ressources énoncées précédemment, le manager sera quand même particulièrement vigilant au détour de réunions et de rituels organisés pour maintenir la motivation et la cohésion. Le manager sera peut-être quand même attentif et en observation, même si on est avec des outils qui ne nous permettent pas forcément d'avoir le contact visuel, mais la tessiture de la voix permet de dénoter un certain nombre de choses. Le manager sera à l'écoute, bien évidemment, de ses collaborateurs, se mettra peut-être en lien avec les RH s'il détecte une personne qui semble en difficulté et pour autant qui le dénie. L'important, et j'allais dire le risque majeur, est l'isolement. C'est-à-dire quelqu'un qui est en réunion d'équipe, n'interagit pas, semble être démotivé et dans le déni potentiellement d'une difficulté transitoire, malgré tout, ne pas hésiter à avoir une action proactive, préventive, d'établir du lien, d'essayer d'engager le dialogue et de proposer des ressources, d'évoquer toutes les ressources disponibles, parce que même si la médecine du travail dans la plupart des entreprises est moins disponible, pour autant, beaucoup de nos partenaires maintiennent quand même une forme de contact avec les experts en santé au travail. Donc, que ce soit le manager, les RH, si potentiellement on est en face de quelqu'un qui semble très bien aller ou dire qu'il va très bien et qu'il y a quelques signaux peut-être d'une certaine difficulté, ne pas hésiter à engager le dialogue. Alors, ça recroise, merci beaucoup Karine, ça recroise deux questions sur l'aspect plus juridique finalement, le salarié qui s'isole, le salarié qui fait ce que Valentine nous dit, le salarié qui fait un blackout. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça se passe chez lui, il ne veut pas communiquer. Et ça rejoint peut-être quand même la question de Thierry. Et alors, je vais la mixer avec la question d'Alice aussi, qui nous dit c'est dangereux de laisser seul juge le manager. Oui, le manager est un peu seul dans ces points-là, on va y revenir. Derrière, notre salarié qui a fait blackout, qui finalement refuse de communiquer, ce qui nous a très bien expliqué Karine, on doit le sentir, on doit le détecter. Est-ce que quelque part, on peut reprocher après à l'employeur
de ne pas avoir proposé un appui psychologique en général déjà, et peut-être de ne pas avoir surréagi sur ces salariés qui s'isolent. Est-ce que finalement, d'ailleurs, juridiquement parlant, on en revient toujours à cette question-là, comment on va traiter ça derrière? Voilà. Alors, juridiquement, sur ce simple aspect-là, il n'y a pas d'obligation dans le choix des mesures. L'évaluation des risques, elle est laissée à l'appréciation de l'employeur, c'est sa responsabilité, c'est des enjeux qui sont lourds, donc le traitement de ces enjeux doit être fait finement et en responsabilité. Pour autant, pour répondre à Thierry, non, il n'y a pas d'obligation juridique de mettre en place une ligne d'écoute pour plein de raisons, notamment dans une PME. Il y a peut-être une question de coût. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de trouver peut-être des ressources alternatives. Si c'est financièrement que cette proposition, elle est jugée nécessaire mais difficile à mettre en œuvre. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation de faire une chose plutôt qu'une autre, sauf si ça fait partie, à nouveau, des gestes barrières. Je vous renvoie aux questions-réponses du ministère pour savoir à minima quelles sont les mesures de prévention à prendre. Une question qui est assez intéressante parce qu'on en arrive finalement au salarié qui va être en blackout dont on n'entendra plus parler. Ouais. On a aussi complètement l'opposé. On a le salarié qui présente des symptômes sur le site. Là, je vais peut-être laisser Karine nous parler là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, Karine? Parce qu'on a beaucoup d'acteurs, on l'a souligné, les médecins du travail, la téléconsultation, les numéros verts du gouvernement, le 112, le 15. Comment concrètement, d'un point de vue risque psychosociaux, on va organiser cette réponse d'un salarié qui présente des symptômes, et après on verra peut-être l'impact juridique sur ce point-là. Karine, je te laisse la main sur cette première analyse. Alors, une proposition de conduite à tenir, encore une fois, j'en reviens aussi, bien évidemment, il y a des aspects santé extrêmement prégnants, mais il y a aussi les obligations de l'employeur qui doit veiller à la santé individuelle et collective. Si un salarié présente des symptômes, il est clair que ce salarié, il va falloir, entre guillemets, l'isoler. S'il n'y a pas d'infirmier de santé au travail, il va falloir quand même protéger l'équipe, les autres salariés qui sont en contact avec ce salarié. Donc, il s'agit d'un problème de santé. Le manager ou le chef d'équipe n'a pas les compétences pour autant, comme il était proposé, ne pas hésiter à essayer de joindre le 15, qui est donc le SAMU sur un poste fixe, ou le 112 sur un portable. Pour autant, le SAMU a mis sur pied un site avec une adresse Internet afin de désengorger le standard. Donc, en attendant d'avoir un médecin régulateur au téléphone, on peut se connecter à ce site et renseigner un certain nombre de symptômes. On ne demande en aucun cas au manager, au chef d'équipe, au RH de se substituer aux compétences expertes des médecins, des psychologues, des assistantes sociales. Si cette proposition n'est pas suffisante, vous seriez complètement légitime d'appeler les pompiers pour un conseil. Et là, à ce moment-là, le manager, le chef d'équipe ou le collègue sera guidé par les pompiers pour adopter la bonne conduite. Mais en tout cas, un salarié qui présente de la fièvre, qui tousse, il est impératif de l'isoler et de le mettre à distance de l'équipe temporairement, tant qu'une évaluation par un expert santé n'aura pas été faite. D'accord. Barbara, je crois que tu voulais repréciser quelque chose sur la notion des salariés en blackout. Oui, c'était cette question qui m'avait interpellée, mais aussi celle de Gilles qu'on a vu passer sur le salarié qui veut pas reprendre le travail. Donc ça fait écho à ces situations un peu difficiles où il y a une forte dimension éventuellement psychologique aussi. Je pense qu'il faut essayer de faire la lumière sur la situation tant que c'est possible. Dans le cadre de la situation que Valentine évoque, le salarié n'a l'air de répondre à aucune sollicitation. Donc à un certain moment, si on note une absence totale de connexion sur son ordinateur, qui ne répond à aucune sollicitation et que nous n'avons pas connaissance s'il a été confiné avec éventuellement des membres de sa famille. Comme le dit Karine, la précaution veut peut-être un contact, et Karine, tu me diras si c'est approprié, mais je pense qu'effectivement contacter les pompiers pour un conseil ou signaler une situation potentiellement préoccupante doit être le premier réflexe.
Si ensuite le salarié, finalement, on se rend compte que la situation était un peu différente, ce n'est pas une situation de santé, mais véritablement le salarié se met totalement en retrait du travail, là encore, essayer par tous les moyens de rétablir un lien, essayer de rompre cet isolement, essayer de comprendre ce qu'il se passe. La situation va être un peu la même chose pour un salarié qui ne veut pas reprendre le travail malgré les mesures mises en place. Karine l'a évoqué, au fond, c'est par la communication, par le dialogue, souvent avec le manager directement, qu'on va tenter de comprendre les résistances du salarié. Dans un exemple récent que nous avons rencontré avec Mathieu pour l'un de nos clients, cette appréhension extrêmement forte a pu être aménagée, a pu être comprise par le manager, et il résultait un accord passé avec le salarié qui ne voulait pas reprendre le travail sur le fait qu'il a accepté de reprendre à raison de 2 jours par semaine s'il ne croisait pas l'ensemble de ses collègues. Donc, essayer véritablement, à part le dialogue, c'est extrêmement difficile, on l'a évoqué un petit peu au début de ce webinaire, on est dans une période où véritablement, pour un employeur, pour parler au strict plan juridique, envisager des sanctions, de rentrer en voie de sanctions, est un terrain qui est difficile, sauf à véritablement être dans la situation où vous avez un salarié qui vous répond qu'il refuse de travailler alors qu'il en a la possibilité, et cette situation, à mon avis, est extrêmement théorique. On est plutôt face à ce qu'évoquent Gilles et Valentine, des salariés qui se mettent en retrait, probablement pour des questions éminemment d'anxiété extrêmement forte. Donc le dialogue, s'appuyer sur les ressources qu'on a visées, la médecine de travail, les représentants qui est fait par les représentants, notamment, on a entendu de façon sécurisée le travail, mais aussi dans la métallurgie où un accord vient d'être conclu également pour permettre, en suggérant tout un panel de mesures pour permettre effectivement à ces entreprises d'envisager une reprise en sécurité. Ces éléments-là concrets, de mesures très pragmatiques, peuvent aussi être une dimension de dialogue avec les salariés, puisqu'elles sont prises au plus près de leur mode de travail habituel. Je vais juste ajouter un point sur le blackout, enfin le salarié qui ne donne plus de son, plus d'image. Complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut juste garder à l'esprit que les salariés qui étaient potentiellement en amont du confinement, déjà dans une situation de fragilité, que ce soit une fragilité sociale, psychique ou de santé, les conditions et les circonstances que nous traversons peuvent aggraver ces situations déjà fragiles en amont. Donc, je pense qu'en effet, quelqu'un qui ne donne vraiment pas de nouvelles, qui refuse tout contact, j'ai déjà connu des situations cliniques comme ça alors que l'on n'était pas en confinement. Il est vraiment important, via même un professionnel tenu au secret professionnel, je pense encore aux médecins ou un psychologue du travail, ou enfin bref, ou l'assistante sociale, d'essayer de rentrer en contact avec la personne pour s'assurer qu'elle n'est pas en danger. Que ce soit rechercher les numéros des voisins qui sont dans la même adresse, demander si un employeur est inquiet. Encore une fois, vous pouvez appeler les pompiers pour demander conseil et voir ce qu'ils vous préconisent, s'ils décident en effet d'intervenir ou pas. Mais je pense que la précaution ne sera jamais reprochée, surtout encore une fois si vous êtes face à des personnes qui présentaient déjà un certain nombre de fragilités en amont de cette situation. Merci Karine. Alors je vais avoir 2 questions. Une question d'abord pour Karine sur l'élargissement sur la notion de l'appui psychologique et les autres accompagnements, et après on fera peut-être un tout petit focus avec Barbara sur le droit de retrait pur, parce qu'on a des questions sur comment ça fonctionne et quels sont les points, et puis après je vous proposerai de passer rapidement au deuxième thème qui est sur les addictions, le stress et le burn-out. Karine, on a parlé beaucoup de l'appui psychologique, on a parlé beaucoup des lignes d'écoute, des experts qu'il y a dans ce domaine. Barbara nous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation en soi, mais c'est je dirais un appui essentiel actuellement.
Est-ce qu'on peut faire aussi appel à d'autres types de ressources où il faut vraiment s'axer sur le psychologique, mais on pense au coaching, on pense à l'accompagnement? Est-ce qu'il vaut mieux tout prendre, cibler les choses? Comment tu le vois, toi, d'un point de vue vraiment réponse adaptée? Alors, moi, je pense que, bien évidemment, chaque entreprise choisira les modalités d'accompagnement les plus pertinentes, justement, pour assurer et accompagner les salariés qui sont encore en activité. Calice Social, pour exemple, il faut savoir que la ligne d'écoute n'est pas que dédiée à des problèmes urgents de détresse psychique. Cette ligne d'écoute va proposer des entretiens, voire parfois jusqu'à 5 entretiens téléphoniques de coaching, d'accompagnement. Nous sommes en lien à l'heure actuelle via des formations, évidemment avec les outils digitaux, avec des managers, avec des RH. Il y a des outils qui existent à l'heure actuelle. Je pense par exemple, certains managers peuvent introduire un petit rituel en début de réunion de cohérence cardiaque. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Très rapidement, hein, c'est pour aider les personnes à se recentrer. Il s'agit de se centrer sur sa respiration en portant sa main sur le sternum ou au niveau du cœur. On pose la main et on fait un exercice de respiration qui va ralentir le rythme cardiaque. Par exemple, on prend 5 secondes pour inspirer et 5 secondes pour expirer. Voilà, la cohérence cardiaque, c'est cela, c'est lié à des études dans les neurosciences. On s'est aperçu qu'il y avait sur le cœur des neurones et bref, le cœur en ralentissant comme ça envoie des informations au cerveau. J'ai l'air d'être très technique sur cet outil, mais c'est juste un exemple de ce que, par exemple, certains managers ont décidé de mettre en place en début de réunion ou à un moment. D'autres seront davantage sur de la cohésion ludique. Encore une fois, vos facteurs de protection majeurs vont être de cultiver le sentiment d'utilité, le lien social les uns avec les autres, le sentiment d'appartenance. Donc, toutes les mesures d'accompagnement, créer des rituels basés sur l'humour. L'humour est un formidable vecteur de résilience. La résilience étant la capacité entre guillemets, à rebondir après l'adversité. Non, bien évidemment, il n'y a pas que l'expertise d'un accompagnement psychique. Il y a des outils, voilà, ludiques ou des outils de centrage qui permettent en effet de donner de la ressource, voire des formations aussi ou de l'accompagnement tel que le coaching. Merci beaucoup, Karine. Très clair, j'ai rien à ajouter, c'est parfaitement clair. Comme on dit, on va peut-être faire un tout petit focus rapide parce que plusieurs questions se sont croisées sur est-ce que je peux refuser de venir voir mon employeur si les mesures de sécurité étaient mises en place alors que les transports en commun, eux, n'ont pas mis de mesures sanitaires en place. Donc, comment je fais? Thierry nous dit aussi, est-ce qu'on peut dire officiellement à un salarié que son droit de retrait n'est pas justifié à partir du moment où ces mesures ont été mises en place? Je pense qu'un tout petit focus sur un droit de retrait, comment ça marche, c'est quoi les conditions et comment on le conteste ou pas, ça peut peut-être être utile en ce moment. C'est une question qui va commencer à se poser sérieusement, je pense. Oui, absolument. Le droit de retrait, c'est la faculté pour le salarié de se retirer d'une situation de travail en cas de danger grave et imminent. Donc, c'est une menace immédiate dans l'exercice de ses missions salariées. Bien évidemment, dans la situation actuelle, la menace est existante et la question se pose et beaucoup de salariés, de syndicats ont soulevé et continuent à soulever dans des débats cette problématique. Alors, elle se pose dans les termes suivants. Véritablement, c'est au sein de chaque entreprise qu'il faut évaluer la possibilité, le danger que les salariés ressentent les situations de travail qui sont les leurs, comme étant potentiellement des situations dangereuses. Alors voilà, au plan juridique, le droit de retrait, s'il est exercé aujourd'hui, la réponse ne va pas être immédiate. Le droit de retrait, s'il est exercé de façon légitime, eh bien, l'employeur ne peut absolument pas sanctionner le salarié, il doit continuer à le rémunérer, et voilà. Donc, là, devant un droit de retrait qui est exercé, la société se retrouve devant le fait accompli d'une certaine manière. Donc, soit
elle va juger que le salarié est légitime à le faire. Je donne un exemple. Par exemple, la société a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures. Elles peuvent pas encore être mises en place. Dans 3 ou 4 jours, ça va être le cas. Et elle demande à son salarié de travailler quand même. Dans ces cas-là, si le salarié refuse, la société aurait tout intérêt à considérer qu'effectivement le salarié est légitime dans sa démarche. À l'inverse, et je crois que c'était la situation de Thierry, la société a mis en place un panel de mesures qui est jugé suffisant, a actualisé son document unique, a pris contact avec les différents interlocuteurs pour avoir une réponse pluridisciplinaire à son évaluation des risques. Et dans ces cas-là, la sensation d'avoir véritablement déployé le maximum possible compte tenu des circonstances, c'est une question très difficile parce que sanctionner en ce moment un salarié qui exerce, ça reste possible. Ça reste évidemment possible, c'est la réponse à donner. Quelle sera l'attitude du juge dans quelques mois si jamais cette question est conflictuelle et n'a pas donné lieu à un accord entre l'entreprise et le salarié? Pour le moment, on ne le sait pas. Le gouvernement a jugé qu'à partir du moment où donne l'indication qu'à partir du moment où la société répond de façon adéquate au risque, eh bien le droit de retrait n'est pas légitime. Simplement, c'est une question que le juge tranchera. Donc à nouveau, un peu le même genre de réponse parce que à situation exceptionnelle, nécessité d'adaptation très accrue, c'est le dialogue, la compréhension mutuelle qui va faire en sorte qu'on va tenter de dialoguer avec ces salariés extrêmement inquiets qui menacent d'exercer un droit de retrait pour tenter de résoudre le problème à nouveau de façon négociée, réduire la présence sur le site, ajouter des mesures qui n'auraient pas été faites, de sorte d'essayer de sortir de cette situation de blocage. Maïté nous parlait tout à l'heure d'un point qui est un point à la limite entre les deux, c'est-à-dire qu'on a étudié le cas de l'employeur qui a mis en place les mesures de protection, l'employeur qui n'a pas mis en place, c'est assez simple finalement, droit de retrait justifié, droit de retrait non justifié, et le juge tranchera. Maintenant, on a la situation aussi de l'employeur qui a mis en place les obligations, qui dit à son salarié, vous pouvez revenir travailler, mais le salarié doit prendre notamment le RER ou le métro, donc où là, il y a peu de mesures, et la RATP, la SNCF ayant dégradé leur offre, il y a de plus en plus de voyageurs dans de moins en moins de rames. On a des rames pleines, paradoxalement, on en a peu, mais elles sont pleines, donc on a un sentiment d'anxiété. Voilà. Est-ce que finalement, on peut se fonder sur ce point-là pour invoquer un refus ou pour invoquer un droit de retrait, alors qu'on n'est pas dans la sphère de la responsabilité de l'employeur mais pour venir au travail, on se met dans des conditions de sécurité minimales. Et comment on fait? On peut justifier, à ton avis, un refus là-dessus ou pas du tout? Et quelque part, on doit rester dans la sphère du site, ou alors on n'en sait rien, on verra, circonstances exceptionnelles. On n'en sait rien, voilà. Je pense. On n'en sait rien parce qu'effectivement, le droit de retrait, normalement, c'est effectivement la situation présente. C'est celle qui est exercée, c'est véritablement dans la sphère d'autorité, de compétence de la société. Maintenant, de façon évidente, si le salarié n'est pas dans les conditions habituelles pour rejoindre son lieu de travail, cette situation est assez inédite, effectivement. J'ai vu parmi les recommandations de la branche de la métallurgie, le covoiturage, c'est important, reste possible, mais doit être limité à 2 personnes. Donc à nouveau, peut-être essayer de dialoguer, de voir sur des solutions éventuellement de covoiturage, tant qu'elle reste modérée en termes de voyageurs, selon la métallurgie, de sorte de respecter la fameuse distanciation qui est recommandée. Juste quelques précisions de mesures de distanciation. Heureusement, le métro et le RER sont peu fréquentés à l'heure actuelle. Juste pour rappel, les mesures pour éviter la peur et l'angoisse des salariés qui se rendent sur leur lieu de travail, il est bien spécifié. En tout cas, moi, je me permets de vivement vous encourager à porter un masque. Si vous n'avez pas de masque, il y a des façons de protéger sa sphère ORL, la bouche et le nez. Et puis, rappelez-vous que soit vous portez des gants, soit si vous tenez la barre, les exemples qui ont été montrés de fréquentation des transports en commun démontrent que les gens se maintiennent très à distance et surtout le lavage des mains, quoi. Et ne vous mettez pas les mains sur le visage. Voilà, juste le rappel de ces mesures préventives qui sont malgré tout extrêmement efficaces. Il n'y a pas de souci, il faut les rappeler régulièrement. Ça commence à rentrer, mais il faut les rappeler régulièrement. Je vois qu'on a été pris par le temps et merci beaucoup pour toutes vos questions, mais du coup, c'est vrai qu'on a des pans entiers de ce qu'on avait prévu d'évoquer qu'on ne va pas pouvoir faire et qu'on va sans doute
reporté à la semaine prochaine. Si ça vous va, Karine et Barbara, je propose un dernier petit focus quand même sur le salarié en arrêt maladie. Oui. Voilà, donc concrètement, comment est-ce qu'on communique? Classiquement, un salarié qui est en arrêt maladie, ça n'attire l'attention de personne. Hein. Un salarié est en arrêt maladie, on n'en parle pas, son contrat de travail est suspendu, il revient au travail. Actuellement, dès qu'il y a un arrêt maladie, on se demande tous si c'est pas le Covid, si la personne ne nous a pas contacté avant, etc., etc. Il y a une vraie anxiété là-dessus. Comment, alors d'un point de vue juridique peut-être d'abord, et je laisserai Karine conclure sur d'un point de vue psychologique, risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on a le droit de communiquer à l'employeur et que faut-il communiquer à l'employeur? Donc Barbara, qu'est-ce qu'on a le droit de communiquer à l'employeur? Et après, je laisserai Karine nous dire que faut-il communiquer aux salariés dans l'autre sens. Alors habituellement, c'est vrai, le sujet de la communication avec un salarié en arrêt maladie est un sujet délicat. Le contrat est suspendu, comme vient de le rappeler Mathieu, et il n'y a pas lieu de déranger pour une société un salarié à qui on a prescrit un arrêt maladie pour se reposer. Donc généralement, c'est une communication tout à fait minimale qui est effectuée. Dans le cas présent, il faut quand même peut-être, et Karine rebondira sur mes suggestions, il faut quand même s'interroger sur la nécessité quand même malgré tout de renforcer cette communication et peut-être vraiment d'interroger le salarié sur ses souhaits de maintenir un dialogue, un échange pendant ce temps de maladie, parce qu'à nouveau, il peut être, si son arrêt maladie n'a rien à voir avec le Covid spécifiquement, ou au contraire, s'il est concerné, il peut avoir des besoins très différents, et notamment, contrairement à d'habitude où les circonstances ne le nécessitaient pas, le salarié peut être en situation d'avoir envie de dialoguer. En tout état de cause, il n'y a pas d'interdiction de la part de la société pour envoyer des messages de soutien, d'un bonjour régulier, pour prendre des nouvelles ou en donner sur le reste de son équipe. Il n'y a aucune interdiction en la matière. Généralement, bien évidemment, il y a une réserve naturelle, on le disait à l'instant, de la société vis-à-vis de ces situations-là, de sorte de pas déranger les salariés, mais la seule limite qu'on connaît au plan juridique, le risque que les RH ont bien en tête, c'est que dans des situations qui étaient déjà conflictuelles avant l'arrêt de travail, il y ait des allégations de harcèlement qui peuvent être émises après l'arrêt, le salarié venant dire qu'il a subi, il a été relancé sans cesse, il a été dérangé par son manager, qui lui a demandé un certain nombre de choses professionnelles, etc. Donc, à nouveau, au strict plan juridique, aucune interdiction de communiquer, s'assurer de la volonté, évidemment, du souhait du salarié d'entretenir un échange, limiter ces échanges bien évidemment à la sphère du dialogue et ne jamais aller sur le terrain du professionnel. Bien sûr, un salarié en arrêt maladie ne doit pas travailler, et ça reste bien évidemment vrai dans les circonstances qu'on connaît. Alors, oui, merci. Je rejoins complètement Barbara. Au regard des circonstances exceptionnelles que nous traversons, encore une fois, maintenir du lien, prendre des nouvelles peut être complètement justifié. Je pense à des questions qui émergent à l'heure actuelle au détour de nos pratiques de ces dernières semaines, où parfois un salarié qui était déjà en arrêt maladie avant le confinement, du fait du confinement, va peut-être être préoccupé sur son devenir, sur ce qu'il en sera, justement de son devenir professionnel. D'où l'importance, en effet, de maintenir du lien, que ce soit via les RH, le manager, peut-être aussi les partenaires sociaux qui sont souvent proches des collaborateurs et qui, de façon informelle, peuvent informer les RH de quelqu'un qui est en arrêt maladie et qui se sent particulièrement inquiet. Je crois en effet qu'il est vraiment important de proposer une forme de dialogue, un échange, si le collaborateur accepte. Si le collaborateur en arrêt maladie est fermement opposé à toute forme de communication avec son employeur, bien évidemment, il sera important de respecter cette volonté et de ne pas insister. Mais en l'occurrence, voilà, de susciter une prise de nouvelles, ce qu'il en est, peut-être donner aussi quelqu'un qui est très attaché à son activité professionnelle, juste peut-être donner de façon informelle des nouvelles de l'équipe et de la façon dont les choses se déroulent. Ça permet de maintenir du lien et de se sentir malgré tout une part de l'équipe, même si voilà, on est en arrêt maladie.
Merci beaucoup, Karine. Merci pour toutes vos questions. Alors, je vais vous rappeler 2-3 petites choses. D'abord, on va vous envoyer à la fin vous pouvez le télécharger à la fin de ce webinaire, un document avec nos différents contacts, avec les différents liens utiles et les thèmes qu'on a abordés, et surtout un lien pour visualiser le replay de ce séminaire Crédit Social Sésame Avocat. On a eu beaucoup de questions et je vous en remercie véritablement. Du coup, on n'a pas pu aborder tout ce qu'on voulait aborder, notamment un énorme pan qui est sur le stress, l'hyperconnectivité et les addictions. Donc, je pense que notre thématique de la semaine prochaine pour notre regard croisé numéro 5 est déjà là. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez d'autres thématiques. Merci beaucoup à tout le monde au vu, je dirais, des difficultés de connexion. Merci beaucoup à Karine pour ses allers-retours en termes de connexion compliquée aujourd'hui, mais on y est arrivé. Je vous fais un coucou de visu. Voilà, c'est le moment si jamais c'est déconnecté. Merci à vous tous. On ne peut pas répondre à toutes les questions. On a essayé de répondre vraiment au maximum. N'hésitez pas à vous reconnecter la semaine prochaine. On reprendra la suite. Notamment, on verra donc les situations compliquées en termes d'addiction, en termes de stress. Et on discutera un moment ou un autre de la sortie de ce confinement. Parce qu'il y a un moment ou un autre, on en sortira. Et il faudra bien à ce moment-là pouvoir redevenir très positif. Merci à toi, Karine. Merci à toi, Barbara. Merci à tout le monde pour cette intervention. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, juste un point, redonner l'adresse d'Hélène, qui merci à l'équipe Cali Social qui est en back-office et qui nous a bien soutenus et qui était présent avec nous tous. Juste peut-être, Mathieu, copier l'adresse d'Hélène pour que la liste des questions soit bien notée pour nous. Je viens de la mettre dans le chat public. Voilà, merci Mathieu, de façon à ce que vous puissiez nous adresser vos préoccupations, vos partages aussi d'expérience, parce que nous apprenons tous des uns des autres dans cette période difficile. Et merci de votre compréhension quant à nos soucis. Voilà. Oui. À bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.